Un général tout-puissant, un clan présidentiel, le Sénat américain, puis l'ombre portée d'un avertissement russe. L'Afrique change-t-elle vraiment de maître, ou bien de règle du jeu? Ce qui se passe sous nos yeux n'est pas un simple épisode de sanctions. C'est un basculement historique, dont les ramifications plongent loin dans le passé et dessinent, en filigrane, l'Afrique de demain. Pour bien comprendre ce bouleversement, il faut remonter l'histoire et examiner, étape par étape, comment un général, fils de président, s'est retrouvé au centre d'une tempête qui dépasse largement sa personne. Pour la première fois dans l'histoire récente, le Sénat des États-Unis cible ouvertement un héritier de régime africain. Le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Museveni, subit des sanctions d'une ampleur inédite. Il n'est pas un chef de milice opérant dans l'ombre, ni un obscur seigneur de guerre, mais bien le chef d'une des armées les plus redoutées d'Afrique de l'Est, héritier d'une dynastie forgée patiemment depuis près de 40 années. Washington ne cherche pas la demi-mesure. Les sanctions sont extrêmes. Gel de tous les avoirs financiers, interdiction absolue de voyager, isolement complet sur la scène internationale. Ce n'est pas une simple mesure symbolique, c'est une tentative de couper le général de toute ressource, de tout appui extérieur, et de l'exposer à la vindicte mondiale. Pour le clan Museveni, c'est un coup de tonnerre, mais aussi un signal adressé à tous les pouvoirs qui s'éternisent en Afrique. Mais la réaction ne se fait pas attendre. En coulisses, la Russie avertit l'Occident. Chaque nouvelle sanction contre un allié africain sera considérée comme un acte d'hostilité, une provocation directe sur le terrain de l'influence. À Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré, nouvelle figure du panafricanisme, fustige l'hypocrisie occidentale. Il rappelle, dans un discours vibrant, que l'Afrique n'est pas une terre d'expérimentation pour les puissances étrangères. Elle aspire aujourd'hui à l'autodétermination, à la maîtrise de son destin et à l'écriture de ses propres règles du jeu. Ce bras de fer dépasse de très loin la famille Museveni. Il révèle une faille profonde dans le système international actuel. Jadis, l'Occident imposait ses vues sans résistance. Injonctions, sanctions, promesses d'aide, menaces voilées. Tout cela suffisait à faire plier les dirigeants africains. Mais cette époque s'effrite, et une nouvelle génération de leaders, déterminés à reprendre la main, émerge sur le continent. Ceux qui n'anticipent pas ce basculement risquent de manquer l'aube d'un nouvel ordre africain. Les conséquences sont lourdes: perte d'influence politique, recul des opportunités économiques, effritement de la confiance d'un continent tout entier en quête de nouveaux partenaires. L'aveuglement face à ces mutations se paiera au prix fort. Mais pourquoi le cas du général Muhoozi fait-il trembler autant de certitudes? Pour répondre, il faut remonter à la source. Qui est ce général, et comment a-t-il acquis un tel pouvoir? L'ascension de Muhoozi est celle d'un fils élevé dans l'ombre d'un père omnipotent et d'un pays sous tension. Dès sa jeunesse, il est préparé à la succession. Études militaires prestigieuses à l'étranger, immersion dans les cercles du pouvoir, commandement d'unités d'élite. C'est une trajectoire qui rappelle celle de plusieurs héritiers de régimes autoritaires, en Afrique comme ailleurs. On pense, par exemple, à Teodoro Nguema Obiang Mangue, en Guinée équatoriale, ou à Gamal Moubarak, en Égypte. Tous ont été formés, dès leur plus jeune âge, pour perpétuer l'ordre établi. Depuis près de 40 années, l'Ouganda incarne un paradoxe saisissant. Le pays est un allié stratégique de l'Occident, tout en étant un régime autoritaire assumé et implacable. Au sommet de cette équation complexe, Yoweri Museveni dirige d'une main de fer depuis 1986. Sa longévité au pouvoir n'a d'égal que sa maîtrise totale de l'appareil d'État. Pour mesurer la durée de son règne, il suffit de rappeler qu'il a connu 5 présidents américains, 3 papes et plus d'une douzaine de chefs d'État au Kenya voisin. Son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, n'est pas seulement l'héritier d'une dynastie, il en est l'artisan le plus ambitieux. Chef des forces spéciales, il orchestre des opérations militaires spectaculaires, multiplie les provocations médiatiques et adresse des menaces à peine voilées à ses voisins. Sa présence sur Twitter est quasi présidentielle. Il annonce des orientations stratégiques,
commente l'actualité internationale et se permet même d'évoquer, sur le ton de la plaisanterie ou de la menace, la possibilité d'annexer une partie du territoire kényan. Plus d'une fois, ces tweets ont déclenché des crises diplomatiques, obligeant Kampala à dépêcher des délégations pour réparer les dégâts. En Ouganda, la distinction entre sécurité nationale et survie du clan Museveni s'est progressivement effacée. L'appareil sécuritaire, la police, l'armée, la garde présidentielle, tout converge vers la protection du régime. Cette fusion du politique et du militaire rappelle d'autres cas emblématiques. En Syrie, la famille Assad s'appuie sur des forces spécialement fidèles. En Tchétchénie, Ramzan Kadyrov a construit une garde rapprochée à sa dévotion. En Ouganda, Mohozi est le garant de la continuité du pouvoir, le rempart contre toute contestation interne ou menace extérieure. Face à cette dérive, l'Occident a longtemps choisi la realpolitik. Washington, Londres, Bruxelles. Pour eux, l'Ouganda était un maillon essentiel dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Est. Les soldats ougandais sont la colonne vertébrale de la mission de l'Union africaine en Somalie, affrontant quotidiennement les insurgés d'Al-Shabaab, souvent au prix de lourdes pertes. Kampala accueille des bases logistiques, des centres de coopération sécuritaire et sert de relais pour le renseignement international. Tant que Museveni garantissait la stabilité régionale, les violations des droits humains, la répression de l'opposition, les arrestations arbitraires étaient tolérées, voire ignorées. Ce compromis, en apparence pragmatique, a un coût. L'impunité du régime Museveni s'est installée, année après année. Les ONG, les diplomates, les journalistes locaux et étrangers ont documenté une érosion constante de l'état de droit. Les témoignages abondent, des opposants disparus, des militants torturés, des élections truquées. La machine sécuritaire écrase toute contestation. Le général Mohozi est l'incarnation de cette dérive, chef de guerre, héritier du trône, visage d'un pouvoir où la force prime sur la loi. Pourquoi ce basculement soudain de l'Occident? Pourquoi, après des décennies de complaisance, Washington décide-t-il de frapper au cœur du pouvoir ougandais? C'est ici que la crise ougandaise devient un séisme géopolitique. Car l'enjeu n'est plus seulement la succession ougandaise, mais la crédibilité même de l'Occident face à une Afrique en pleine mutation. Pour comprendre l'onde de choc, il faut revenir sur les racines de cette alliance contre nature. Depuis la fin de la guerre froide, l'Afrique de l'Est fut le théâtre d'un jeu d'équilibre entre grandes puissances. L'Ouganda s'est imposé comme un partenaire incontournable, pivotant entre Washington, Londres et, plus récemment, Moscou et Pékin. Mais cette position d'équilibriste devient intenable à mesure que les exigences de la société civile, la pression des réseaux sociaux et l'irruption de nouveaux acteurs bouleversent la donne. Le général Mohozi Kainerugaba n'est plus seulement le produit d'une famille ougandaise. Il est devenu, malgré lui, le symbole d'une Afrique qui refuse de se voir imposer des règles fluctuantes par des acteurs extérieurs. L'annonce des sanctions américaines, fondée sur la loi Global Magnitsky Act, marque un tournant. Pour la première fois, ce dispositif, conçu pour cibler les pires abuseurs des droits humains, s'abat sur le fils d'un président africain en exercice. Le gel des avoirs, l'interdiction de voyager, l'isolement international. Ce sont les armes du XXIe siècle contre les autocraties. Mais, comme le montrent les exemples de la Birmanie ou de la Corée du Nord, leur efficacité dépend du contexte, des alliances et de la capacité des régimes à mobiliser d'autres soutiens. La riposte ne tarde pas. À Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré s'empare du micro. Dans un discours retransmis en direct, il dénonce la justice sélective de l'Occident. Il rappelle que des chefs d'État africains, quand ils défient l'ordre établi, subissent immédiatement sanctions, campagnes médiatiques et pressions économiques, alors que d'autres, alliés stratégiques, sont épargnés malgré des dérives comparables. Il cite le cas du Tchad, où la succession dynastique fut validée par Paris, ou celui de la Guinée équatoriale, où la fortune familiale alimente de luxueuses propriétés en Occident sans soulever d'indignation majeure. Ce doute gagne l'ensemble du continent. À Addis Abeba, à Dakar, à Johannesburg, les élites et les populations s'interrogent. La morale occidentale n'est-elle qu'un paravent pour masquer des intérêts géopolitiques?
Les principes universels ne sont-ils invoqués que lorsque les intérêts stratégiques sont menacés? La Russie s'engouffre dans cette brèche. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Moscou accuse l'Occident d'ingérence, de néocolonialisme et se pose en défenseur de la souveraineté africaine. Ce discours fait mouche. Dans de nombreux pays, la Russie est perçue comme un partenaire qui ne pose pas de conditions politiques, qui ne s'intéresse qu'aux affaires, à la sécurité, à la coopération militaire. Cette posture rappelle celle de la Chine, dont l'influence s'est déployée à pas feutrés, mais de façon spectaculaire en 2 décennies. Les enjeux dépassent donc largement le sort de Mohozy. Si les puissances occidentales échouent à prouver leur sincérité dans la défense de la justice et des droits humains, elles risquent de perdre la bataille des idées, mais aussi des partenariats économiques et stratégiques. On l'a vu au Mali, où le départ forcé des troupes françaises a ouvert la voie à la Russie, au Niger, où le coup d'État a rebattu les cartes des alliances, en Centrafrique, où les sociétés de sécurité russes ont remplacé les coopérants européens. Ce moment charnière n'est pas qu'un duel de discours, il ouvre des routes imprévisibles. L'Afrique, longtemps spectatrice, devient actrice de sa souveraineté. Les anciennes puissances doivent désormais convaincre, négocier, parfois reculer. Mais dans l'ombre des rivalités diplomatiques, un autre jeu se prépare, plus discret et plus dangereux encore. À Kampala, la riposte du clan Museveni prend une tournure inattendue. Des rumeurs circulent sur des purges internes, des arrestations préventives, des tentatives de rapprochement avec de nouveaux partenaires. De hauts responsables militaires seraient sur la sellette, soupçonnés de déloyauté ou de collusion avec des puissances étrangères. Et si, finalement, le plus grand danger n'était pas Mohozy ou Washington, mais l'incertitude des règles elles-mêmes? Car ces règles, aujourd'hui, éclatent en Afrique, sous nos yeux, sans que personne n'en possède le mode d'emploi. Depuis quelques années, une vague de coups d'État militaires, inédite par son ampleur depuis les années 70, déferle sur le Sahel. Gouvernement civil balayé, accords occidentaux jetés aux orties. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, on a vu des foules brûler les drapeaux français, exiger le départ des soldats occidentaux et acclamer l'arrivée de nouveaux partenaires, parfois russes ou turcs. Les alliances d'hier se délitent en quelques mois, les équilibres régionaux sont bouleversés. Dans ce vide, la Russie avance ses pions avec une détermination implacable. Sécurité, exploitation des minerais stratégiques, influence politique. Moscou signe des contrats à la chaîne, avec une brutalité assumée. Même dissous officiellement, le groupe Wagner se réinvente. Ses hommes et ses méthodes persistent sous d'autres noms, via de nouvelles sociétés de sécurité. Ce phénomène rappelle les pratiques des compagnies militaires privées anglo-saxonnes, mais avec une dimension politique plus affirmée. La Russie n'est pourtant pas seule sur l'échiquier. La Chine, en silence, est devenue le principal partenaire commercial du continent africain. Routes, ports maritimes, hôpitaux, infrastructures numériques. Pékin construit, finance et tisse une toile dense. En Éthiopie, le chemin de fer Addis-Djibouti, financé par la Chine, a radicalement transformé la logistique régionale. En Angola, des quartiers entiers de Luanda portent la marque de l'investissement chinois. Dans la plupart des capitales africaines, la présence chinoise est visible, du chantier de la nouvelle ville administrative au don de vaccins anti-Covid. L'ère du choix imposé est révolue. Désormais, les capitales africaines négocient, arbitrent, diversifient leurs alliances. Elles exigent des contrats plus favorables, comparant les offres, et n'hésitent plus à tourner le dos à un partenaire jugé trop exigeant ou hypocrite. Au Sénégal, la contestation populaire contre certains projets miniers a obligé le gouvernement à renégocier les termes avec les investisseurs étrangers. En Zambie, l'annulation d'un contrat énergétique avec une firme européenne a montré que l'Afrique pouvait, elle aussi, imposer ses conditions. Dans ce contexte, les vieilles recettes occidentales, sanctions, conditionnalité d'aide, diplomatie musclée, semblent s'user à vue d'œil. Plus Washington ou Paris haussent le ton, plus les nouveaux leaders africains proclament leur souveraineté. Les sanctions, naguère redoutées, n'effraient plus. Il y a 10 ans, elles pouvaient faire plier un régime. Aujourd'hui, elles suscitent l'indifférence, parfois même la défiance insolente.
L'affaire Mohozy est perçue comme un test grandeur nature. Les États-Unis peuvent-ils imposer leur vision de la justice sans précipiter l'Afrique dans les bras de Moscou, de Pékin ou d'autres puissances émergentes? Rien n'est moins sûr. Chaque faux pas américain accélère le basculement. On assiste à une recomposition des alliances, à l'émergence de partenariats inattendus, parfois même entre pays africains, autrefois rivaux. Le Rwanda, longtemps isolé, multiplie les accords avec ses voisins, tandis que l'Afrique du Sud tente de jouer un rôle de médiateur dans plusieurs crises régionales. Ce qui se joue ici va bien au-delà du sort d'un général. La géopolitique mondiale s'écrit à nouveau, portée par une défiance généralisée et une soif d'affirmation. L'Afrique, longtemps reléguée au rang de terrain d'expérimentation, réclame le droit d'écrire ses propres règles. Mais ce bouleversement global a aussi des conséquences immédiates en Ouganda. Une crise politique profonde couve, prête à ébranler un régime en place depuis près de 40 ans et à remettre en question l'avenir d'une dynastie. À Kampala, la tension grimpe. Chaque décision prise au sommet du pouvoir pourrait désormais précipiter le pays dans l'inconnu. Les fractures internes s'élargissent et nul ne peut prédire qui prendra l'avantage. Dans l'histoire contemporaine, de nombreux régimes autoritaires ont été déstabilisés par des sanctions internationales. On se souvient du Zimbabwe de Robert Mugabe, dont l'économie s'est effondrée sous le poids des sanctions, mais aussi de la Birmanie, qui a longtemps résisté avant de s'ouvrir partiellement au monde. Pourtant, chaque contexte est unique. L'Ouganda, avec sa position stratégique et ses soutiens multiples, pourrait surprendre par sa résilience. Ou au contraire, s'effondrer rapidement si les alliances se délitent. Les sanctions américaines visant le général Mohozy ne touchent pas qu'un individu. Elles fragilisent un système bâti patiemment depuis près de 40 années, mettent en péril la succession orchestrée par la dynastie Museveni et révèlent au grand jour l'ampleur des tensions internes. Jamais la stabilité du régime n'a été aussi incertaine. Des factions rivales s'affrontent, et le spectre d'une explosion interne plane sur l'État. Des proches du pouvoir, sentant le vent tourner, auraient contacté des diplomates étrangers pour négocier une possible sortie de crise. Mais la secousse la plus profonde vient d'ailleurs. Une génération de leaders africains émerge, déterminés à ne plus se laisser dicter sa conduite. Désormais, beaucoup réclament le respect total de leur souveraineté, dénoncent les doubles standards occidentaux et imposent leur propre conception de la légitimité. Le capitaine Traoré, au Burkina Faso, incarne cette voie intransigeante, mais le phénomène gagne tout le continent. Les réseaux sociaux, de plus en plus influents, relaient ces discours et démultiplient leur impact. Pour les capitales occidentales, le signal est implacable. Le temps du contrôle sans partage appartient au passé. Pour rester influent, il faudra désormais cohérence, respect et humilité. Les discours sur la bonne gouvernance ou les droits humains ne suffisent plus, si l'exigence de rigueur ne s'applique pas à tous. Les sanctions jugées sélectives, vécues comme des outils d'injustice, alimentent le ressentiment et ouvrent l'Afrique à d'autres partenaires, tels que la Russie ou la Chine, qui offrent des alternatives séduisantes. Pour l'Afrique, c'est une occasion inédite de redéfinir ses alliances. Les États ne veulent plus obéir à des injonctions étrangères. Ils revendiquent à la pleine maîtrise de leurs choix, même au prix de rupture, et négocient désormais d'égal à égal. Cela implique de nouveaux équilibres, des alliances innovantes et la responsabilité de rendre des comptes devant leur propre peuple. Ignorer ces mutations serait une erreur fatale. S'accrocher aux anciens schémas, c'est courir à l'isolement, à l'inefficacité, voire à la marginalisation sur la scène mondiale. L'histoire regorge d'exemples de puissances incapables de s'adapter qui ont fini par perdre leur statut. L'Espagne après l'âge d'or, le Portugal au lendemain de ses conquêtes coloniales, ou même la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale. L'Occident ne peut se permettre de répéter ses erreurs. Reste une interrogation brûlante. Qui saura écrire les nouvelles règles du jeu et qui saura en tirer avantage ou s'en prémunir? Mais derrière ce duel entre sanctions et affirmations souverainistes, d'autres acteurs s'invitent déjà à la table. Les équilibres africains s'apprêtent à être redessinés, dans l'ombre comme à la lumière.
Des puissances régionales, telles que l'Algérie ou le Nigeria, pourraient jouer un rôle accru. Des organisations panafricaines, à l'instar de l'Union africaine, tentent de s'imposer comme médiatrices, mais leur efficacité reste à prouver. Le futur de l'Afrique ne sera pas dicté par les vieilles puissances ni par les héritiers de palais. Il appartiendra à ceux qui savent lire les signes du bouleversement et oser les interpréter. Les sociétés civiles, de plus en plus dynamiques, pourraient être les arbitres de demain, imposant leurs exigences de justice et de transparence. Ce que nous traversons n'est pas une simple crise de sanctions, ni un duel de discours entre l'Occident et un régime africain. C'est un point de rupture, des décennies d'équilibres fragiles, d'intérêts croisés et de vérités étouffées éclatent à la lumière. Jamais les règles du jeu n'ont semblé aussi mouvantes, sous la pression d'une jeunesse connectée, d'alliances imprévisibles et d'un désir farouche d'autonomie continentale. Lorsque Washington entreprend d'isoler un général ougandais en frappant le fils du président, il signe la fin d'une époque. Pendant des décennies, la diplomatie occidentale, surtout américaine, décidait qui devait être puni ou ignoré. Aujourd'hui, cette logique d'ingérence, faite de pression et de récompense, s'émousse face à des dirigeants qui refusent de plier devant les leçons venues d'ailleurs. La montée des voix africaines, qu'elles soient militaires comme le capitaine Ibrahim Traoré ou citoyennes sur les réseaux sociaux, montre que la souveraineté n'est plus une formule vide. Elle devient une réalité vécue, une revendication portée haut. Ce sont ces voix qui contestent le privilège occidental de juger ou d'intervenir à leur guise. Fermer les yeux sur ces nouveaux rapports de force, c'est risquer l'effacement dans la politique africaine de demain. Les alliances se redessinent. La Russie, la Chine, la Turquie ou encore certains pays du Golfe proposent d'autres modèles. Face à eux, l'Occident s'accroche à des schémas périmés et à une morale à géométrie variable. Refuser de voir ce basculement, c'est s'exposer à la perte d'influence, à l'isolement, voire à l'impuissance. Mais ce n'est pas non plus la victoire assurée des régimes autoritaires. L'exigence de justice, la soif de transparence et la contestation des successions familiales progressent. Les systèmes verrouillés craquent sous la pression de mouvements citoyens, de dénonciations internationales, de mobilisations locales. On l'a vu récemment au Soudan, où la rue a fait tomber un dictateur en quelques semaines, ou en Tunisie, où la révolution de Jasmin a ouvert la voie à une transition démocratique. Les années à venir seront le théâtre d'un bras de fer entre souveraineté affirmée et exigence de responsabilité. Ce qui attend l'Afrique, et le monde qui l'observe, reste ouvert. C'est un horizon d'incertitude, mais aussi d'opportunités inédites. À l'ère où chaque crise locale devient enjeu global, il est vital d'apprendre à décoder ces dynamiques, de dépasser les récits simplistes, d'anticiper les répercussions sur la stabilité, l'économie et la justice. Face à ce nouvel ordre, rester spectateur passif, c'est choisir la marginalisation. S'informer, s'impliquer, comprendre les lignes de fracture et les aspirations profondes, c'est entrer dans le jeu et peut-être peser sur les décisions qui façonneront demain. Restez vigilant, car ce qui commence avec un général sanctionné pourrait bien ouvrir la voie à une Afrique maîtresse de son destin et à un monde où nul